L'effondrement de la biodiversité, c'est quelque chose de très silencieux. Et pourtant, c'est quelque chose qui se déroule sous nos yeux. Si l'association ne prenait pas en main le devoir de donner de la visibilité en fait, à cette biodiversité et à cette richesse-là, qui d'autre l'aurait fait en fait ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Jumpseat. Aujourd'hui, donc, Honorine Roche. Bonjour Honorine. Bonjour. Et puis, donc, Jordan Blaise. Bonjour. Et avec eux, on va parler aérobiodiversité. Qu'est-ce qu'on appelle la biodiversité ? Alors la biodiversité, si on décompose le mot, c'est un mot qui est composé de deux particules, donc bio et diversité. Alors bio, tout simplement, c'est la vie, et diversité, en fait, c'est les différences qui peuvent exister au sein d'une pluralité. Donc la biodiversité, ça reflète tout simplement, c'est un concept qui désigne l'ensemble des formes de vie qu'on trouve sur notre planète. Donc la biodiversité, on peut la définir à plusieurs échelles. Déjà à l'échelle génétique, donc la diversité allélique qu'on peut trouver au sein des populations, au sein des individus, etc. À plus grande échelle, on a effectivement la diversité des individus. On a une diversité morphologique, anatomique, par exemple des plantes, des animaux, etc. On a une diversité des espèces, parce qu'il existe plusieurs millions d'espèces sur notre planète. Donc, comme je l'ai dit, des plantes, des animaux. On a aussi des champignons et on a aussi des micro-organismes. Les champignons ne font pas partie des plantes. Alors, les champignons ne font pas partie des plantes et étonnamment, ils sont plus proches génétiquement des animaux qu'ils ne le sont des plantes, en fait. Même s'ils sont immobiles, même s'ils ne bougent pas, ce sont en fait des individus qui sont plus proches des animaux que des plantes d'un point de vue génétique. Donc voilà, donc ça, c'est la biodiversité. C'est toute cette diversité qu'on trouve sur notre planète. Et puis, à plus large échelle, on peut aussi parler de diversité des populations et de diversité des écosystèmes. Biodiversité, donc bio et diversité, et aérobiodiversité. Alors, ça vient d'où cette idée d'aérobiodiversité ? Ça vient du fait que sur les plateformes aéroportuaires, on trouve quand même une diversité assez importante et assez intéressante. De part, tout d'abord, en fait, la constitution des aéroports, des plateformes aéronautiques. Il faut savoir, en fait... Quand on regarde une plateforme aéronautique, il n'y a pas que du bitume et des avions. En moyenne, c'est constitué de 75% d'espaces verts. Donc c'est quand même assez important quand on est sur des espaces de plusieurs centaines d'hectares. Ça fait quand même une surface non négligeable. Et du coup, sur ces espaces verts, la typicité de ces espaces verts, c'est d'être en fait des prairies qu'on va appeler permanentes, des prairies de fauche permanentes. Donc en fait, qui sont tout le temps des prairies, qui ne vont pas être retournées pour faire de la culture ou des choses comme ça. Et en fait, ce sont des espaces qui, en France et en Europe, ont beaucoup régressé durant les dernières années. Notamment, on avait je crois, moins 37% de ces surfaces entre 1967 et 2007, donc c'est énorme. Et en fait, avec la disparition de ces espaces-là, on a toute la disparition des espèces qui sont liées à ces milieux-là, qui ne vont pas se retrouver dans des espaces forestiers, dans des espaces plus urbains. Donc c'est là qu'on parle un peu d'aérobiodiversité, même si ce n'est pas un terme à proprement parler, mais de biodiversité qui se retrouve dans ces espaces prairiaux, donc c'est des milieux ouverts, qui en fait sur les aéroports vont avoir la spécificité de ne pas être très perturbés, d'être fauchés de manière assez extensive, et donc du coup de pouvoir héberger ces espèces-là. Il y a combien de temps qu'on a pris conscience que les aéroports et les aérodromes étaient en quelque sorte des réserves naturelles ? Je ne saurais pas honnêtement donner de date précise. Après, l'association, elle a été... le projet de l'association a débuté en 2013, avec notamment la compagnie aérienne HOP. HOP qui est donc la filiale régionale d'Air France. C'est ça, tout à fait. Et puis avec 4 aéroports partenaires qui étaient Castres, Perpignan, Orly et Metz-Nancy. Donc ça a été un projet initié donc, en 2013, à petite échelle au début. Et puis ensuite, l'association a vraiment été créée en 2015, avec également le soutien de la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, et aussi le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et aussi s'était greffée une compagnie aérienne, Air France à l'époque, pour initier le projet. Donc après, entre 2016 et 2020, il y a eu quelques nouvelles autres plateformes qui ont pris part à la démarche. Quelques autres compagnies aériennes, Air Corsica notamment, qui fait toujours partie des partenaires de l'association. Et puis en 2021, il y a vraiment eu une volonté d'étendre un peu plus la démarche,
à d'autres plateformes parce qu'il y avait de la demande, ça intéressait, donc il y a vraiment eu un essor à ce moment-là. Donc du coup, il y a eu d'autres partenariats avec des fédérations, la Fédération française d'aéronautique en premier, mais qui a été rejointe par la suite par la Fédération française du LM, de vol à voile, les parachutistes plus récemment. Puis aussi, en fait, une ouverture un peu plus largement sur tout le territoire hexagonal, mais aussi en Outre-mer. Alors, je lis la Franck May sur le chat qui nous dit que c'est sûr, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, on était déjà nombreux à avoir remarqué la quantité de lapins de Garenne qui s'épanouissaient au Bourget. Sur les aéroports, sur les aérodromes, il n'y a pas que des lapins de Garenne. Non. Alors non, il n'y a pas que des lapins de Garenne. Alors effectivement, c'est ce qui est souvent le plus médiatisé avec les renards, parce que en tant qu'humain, on a tendance plutôt à s'identifier à ce qui nous ressemble, notamment les mammifères. Mais effectivement, on trouve une biodiversité qu'on peut qualifier d'ordinaire pour des milieux prairiaux ou parfois même d'intérêt. Donc on reviendra sur ces notions d'espèces d'intérêt ou à enjeu en tout cas. Mais les renards, on en trouve où ? Sur tous les aéroports ou... Alors, honnêtement, trouver une exception est compliqué. À ce point-là les renards, c'est... Bon, peut-être qu'en Outre-mer, on n'en trouve pas, mais à part ça... Après, en fait, les renards, depuis pas mal d'années, du fait de l'étalement urbain notamment, on en retrouve de plus en plus proches des villes, même au milieu des villes. Je sais qu'au milieu de Londres, il y a des renards qui viennent dans les espaces verts urbains, donc en fait, ils se sont pas mal rapprochés, et en fait, c'est des terrains de jeu... vraiment top pour eux parce que en général il y a à manger pour eux, ils sont assez tranquilles, ils ont très vite compris qu'il y avait il fallait pas traverser quand il y avait un avion, ils se sont habitués et puis ils sont pas chassés en fait sur les aéroports, ce qui est quand même assez sympa pour eux. Donc on les retrouve un peu, je pense, partout sur les à part en Outre-mer peut-être. Parce que c'est vrai que des lapins, en tant que passagers, il arrive souvent que sur les grands aéroports, on envoie des lapins. Mais moi, j'ai jamais vu de renards encore sur les aéroports là autour. Donc, de toute façon, les renards, c'est un animal qui est quand même très discret. Il est discret, c'est ça. Alors, c'est vrai que lorsqu'on intervient de nuit sur les terrains aéronautiques, ils sont un peu curieux de savoir c'est quoi ces bipèdes qui viennent se balader avec leur lampe torche lorsqu'on fait des inventaires nocturnes. Et là, on peut avoir la chance effectivement de les observer ou à l'aide d'un piège photographique qu'on pose sur la plupart de nos terrains lorsqu'on s'y rend. Qu'est-ce qu'on trouve alors comme espèce, alors outre les lapins et puis donc les renards, quelles sont les grandes familles d'animaux et de fleurs qu'on trouve sur les aéroports? Et je serais tenté d'ajouter donc de champignons aussi. Alors on étudie plusieurs groupes. Alors effectivement, on met en place des inventaires et des protocoles particuliers pour ces groupes-là que je vais citer. On a notamment on étudie les milieux de vie qu'on appelle les habitats. Donc ce sont les différentes végétations sur lesquelles vont pouvoir évoluer une faune et une flore en particulier, parce qu'il faut savoir que les espèces en fait dans les paysages sont associées à certains habitats, c'est-à-dire que les passereaux vont plutôt occuper des fourrés, certains oiseaux vont plutôt occuper des boisements en tant que tels, et puis on a aussi des insectes qui vont plutôt évoluer dans les sous-bois ou par exemple dans les prés, etc. Donc ça, ce sont certains exemples, mais il y en a plein d'autres. Donc on étudie les habitats déjà, la première chose, c'est-à-dire qu'on va étudier l'ensemble des espèces végétales et les associations d'espèces végétales qu'on trouve dans certains milieux, parce que certaines espèces ne vont pas se retrouver par hasard à certains endroits en cohabitation avec d'autres espèces végétales. On peut avoir notamment des espèces qu'on va qualifier d'indicatrices. Indicatrices de quoi ? De milieux humides, par exemple, si le sol est humide, de milieux plutôt secs, avec des sols plutôt pauvres, s'il s'agit peut-être de pelouses calcaires, avec des sols particulièrement drainants, sur lesquels on va observer justement une flore déjà qui va composer la végétation et une faune associée bien particulière. Ça, c'est la première chose. Donc on produit une cartographie d'habitat qui d'année en année sera approfondie, enrichie, voire sera amenée à évoluer si on observe des évolutions sur ces milieux-là en fonction de la gestion des espaces verts. Voilà. Ensuite, on dresse effectivement, en ce qui concerne la flore, une liste qui se veut d'être la plus exhaustive possible. On intervient 3 fois par an sur nos terrains pour recouvrir l'ensemble de la floraison qui s'étale pour les espèces les plus précoces de la fin de l'hiver jusqu'à l'automne, pour les plus tardives. Et on pointe également toutes les espèces à enjeu, donc celles qui ont un enjeu de protection, un enjeu de conservation s'il s'agit d'espèces qui sont également menacées, également les espèces exotiques envahissantes. Donc on produit des cartographies qui vont être adressées aux gestionnaires d'espaces verts.
À côté de la flore, on va étudier également du coup la faune. Donc du coup, on étudie les oiseaux, il y en a quand même pas mal sur les terrains aéronautiques, et puis ça peut aussi poser quelques soucis de collision, etc. Donc nous, pour les oiseaux, on fait des points d'écoute et d'observation sur toute la plateforme en fonction des différents milieux qu'on a pu identifier pour être assez exhaustif, parce qu'il y en a qui vont vivre plutôt près des ronciers, des petits fourrés, des haies, et puis vraiment d'autres qui vont vivre dans les prairies au milieu. Donc nous, on fait des points d'écoute et on essaye en fait d'estimer un peu la population d'oiseaux, de faire des suivis sur le long terme, et aussi de noter quels usages ils ont de la plateforme. Il y en a qui vont venir juste se nourrir, parce qu'ils vont nicher plutôt dans des zones boisées. Et puis il y en a qui vont vraiment faire l'entièreté de leur cycle de vie, c'est-à-dire se reproduire. L'espèce typique qu'on a sur quasiment tous les terrains aéronautiques en hexagone, c'est l'alouette des champs. Donc il y a un petit passereau qui vit, comme son nom l'indique, dans les champs, pour le coup dans les prairies, et qui niche au sol. Donc du coup, qui a besoin de ces espaces et qui a aussi besoin que ces espaces ne soient pas fauchés tous les 15 jours parce que elle fait son nid au sol et du coup, il y aurait une destruction d'habitat. Donc ça, c'est vraiment un peu l'oiseau emblématique qu'on a un peu partout et qui, pour le coup, est une espèce dans certaines régions qui est menacée en fait parce que liée à ces espaces-là, à ces prairies permanentes qui sont en voie de déclin. Donc ces populations d'oiseaux, d'alouettes des champs, sont aussi en déclin dans certaines régions. Alors, Franck May, qui est donc d'Angoulême, dit « On a eu des passages de chardonnerets élégants ces dernières semaines. Je n'avais pas souvenir d'en avoir vu les années précédentes. » Alors, cette question, du moins cette réflexion me renvoie à une question, c'est est-ce que vous avez découvert des espèces, notamment d'oiseaux, que vous n'attendiez pas ici ? On a toujours un peu des bonnes surprises parce que, comme je disais, il y a quand même pas mal d'espèces qui trouvent refuge dans ces espaces-là. Après, on a toujours des petites particularités, mais un peu comme on pourrait voir partout, parce qu'il y a un passage migratoire qui est là et qui fait que ils vont se poser ici. Mais oui, Angoulême, moi, pour le coup, je fais la plateforme d'Angoulême-Cognac. Donc du coup, oui, il y a pas mal de chardonnerets. Il y a aussi des espèces en oiseaux. Il y a le Dichnème criard, qui est un oiseau aussi qui niche au sol, qui est assez grand, pour le coup, qui n'est pas du tout un passereau, qui est aussi protégé en France. Donc voilà, c'est des espèces comme ça qu'on retrouve pas mal sur les plateformes. Comment vous répartissez les aérodromes et les aéroports ? Et alors, je dirais, la question d'avant, c'est combien aujourd'hui de plateformes aéroportuaires ? Alors, j'aime pas ce terme plateforme aéroportuaire, je le trouve un peu trop technocratique. Je préfère aéroport, aérodrome, champ d'aviation. Combien vous en suivez actuellement ? Cette année, en 2024, on est présent sur 70 plateformes, sur 70 terrains aéronautiques. Mais du coup, depuis le début de l'association, je pense qu'il y a plus d'une centaine de terrains qui ont été inventoriés, où on est passé au moins sur 2 ans, parce qu'il y a des terrains, en fait, on a des conventions de 3 ans avec les aéroports, et puis il y a des terrains via les fédérations, où on passe que 2 ans, donc 2 années de suite. Donc du coup, ça tourne un peu, donc ce qui fait qu'on inventorie un peu plus que les 70 actuels. Tu parles d'inventaire, donc vous faites un inventaire, mais tu parles aussi de suivi. Alors comment ça s'articule ? Est-ce que certains aéroports ou aérodromes ont juste besoin d'avoir une photo à l'instant T, et puis d'autres préfèrent suivre dans le temps ? Quelle est la motivation ? Je dirais que la motivation... nous, on fait un peu le même travail sur tous les terrains, qu'on y passe 2 ans ou que la convention soit plus longue. Quand je disais qu'on avait des conventions de 3 ans, après, elle est renouvelable. Donc, il y a des terrains sur lesquels on va depuis 10 ans et où là, on a potentiellement des données de suivi. Après, nous, on fait pas mal de récolte de données. L'exploitation des données pour savoir s'il y a des tendances d'évolution, etc., c'est encore... un autre métier, on va dire. Alors, je dis pas qu'on n'est pas du tout formé pour ça, mais ça demande beaucoup de temps. Et voilà, c'est pour l'instant pas des choses qu'on fait de manière très approfondie. Mais du coup, en fait, le fait de venir plusieurs années de suite constitue aussi en quelque sorte des suivis. Et en fait, l'association a choisi de pas mal s'appuyer sur des protocoles de sciences participatives. Donc, c'est des protocoles qui sont faits par
un large public, on va dire, que ce soit des gens qui n'ont pas du tout de connaissances. Il y a des protocoles adaptés pour des gens qui n'ont pas fait d'études pour reconnaître les oiseaux, les plantes, et des gens un peu plus spécialistes. Et donc du coup, ces protocoles, ils sont mis en place sur l'ensemble du territoire et ils permettent de récolter des données à l'échelle de la France entière. Ce qui fait que nous, on s'inscrit là-dedans, on remonte nos données dans ces cadres-là, ce qui fait que ça participe à la connaissance générale de la biodiversité, qui permet d'avoir un suivi, de voir un peu les tendances, mais plutôt au niveau national. Sur des aéroports, spécifiquement, c'est un peu plus compliqué. Et donc, du coup, par contre, on fait aussi, de fait, on dresse un inventaire à un instant T qui peut évoluer. Après, s'il n'y a pas de modification globale sur la plateforme, en général, on retrouve bien sûr de nouvelles espèces chaque année parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas toutes les années, des plantes qui ne sortent pas parce qu'il a fait trop sec ou au contraire trop humide, des oiseaux qui n'étaient pas forcément ici parce qu'on n'est pas venu au bon moment. Donc du coup, ça nous permet aussi de s'inscrire dans le temps et d'avoir vraiment une vision globale de ce qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les aéroports et les aérodromes à faire appel à votre association ? Alors, une des principales motivations, c'est tout simplement découvrir ou redécouvrir les terrains aéronautiques sur lesquels les usagers ou le personnel travaillent depuis plusieurs années, sous l'angle de la biodiversité. Donc, effectivement, il y a des gens qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans dans un aéroport et qui n'ont jamais mis un pied côté piste, qui, pour la première fois, ont l'occasion de mettre ce pied côté piste pour venir découvrir la biodiversité qui occupe en fait ces terrains-là. Il y a aussi beaucoup d'usagers. Je pense notamment aux aéroclubs, aux usagers d'aéroclubs qui, pendant 20 ans, 30 ans, ont fait du vol de loisirs et qui me disent « mais vous êtes venus et puis je vais redécouvrir en fait la plateforme et je la reverrai plus jamais comme avant parce que j'ai observé une faune et une flore avec vous que je ne soupçonnais pas. Je ne soupçonnais pas qu'il y avait cette richesse sur le terrain que je fréquente depuis autant d'années. » Donc il y a cette curiosité déjà de la part de nos interlocuteurs, donc qu'on leur apporte cette connaissance, qu'on leur transmette notre savoir et c'est surtout un échange aussi parce que on apprend aussi nous aussi beaucoup de choses sur le milieu aéronautique qu'on ne connaissait pas forcément avant. Un autre point important, c'est d'être averti tout simplement des enjeux de conservation ou des enjeux écologiques qui peuvent exister sur ces sites-là. Tout simplement parce qu'il y a une richesse et lorsque les interlocuteurs qu'on a sur place se rendent compte qu'il existe en fait un patrimoine qu'il faut protéger, ils se rendent compte qu'ils ont aussi une certaine responsabilité aussi par rapport à ça parce que c'est un patrimoine qui est précieux. Comme l'a dit Honorine, les prairies de fauche sont en déclin, permanente en tout cas, sont en déclin en fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça fait 70 ans que notre territoire a beaucoup évolué. Il y a eu le remembrement agricole. On a transité de paysages bocagers et d'une agriculture paysanne à une agriculture industrialisée avec une uniformisation du paysage. Et donc finalement, ces terrains-là, ce sont des reliques paysagères. Bien souvent, ce sont des reliques paysagères. Chaque terrain aéronautique est unique, mais c'est la généralité qu'on peut en faire et sur lesquels on retrouve justement cette faune et cette flore pour lesquels il y a des enjeux de conservation importants. Avant que vous interveniez dans le paysage aéronautique, les grands aéroports, certains grands aéroports faisaient déjà appel à des spécialistes de l'environnement et principalement à des ornithologues. J'ai eu le souvenir par exemple de Lyon ou de Paris qui essayaient de comprendre comment fonctionnaient les oiseaux et notamment au moment des fauches pour faucher à certains moments de la journée, certaines hauteurs également. Ils avaient besoin de cette information simplement pour éviter d'attirer les oiseaux près des pistes. Est-ce que vous avez aussi ce rôle de conseil ? Tout à fait, oui. On est ornithologue, naturaliste, mais la moitié de l'équipe est ornithologue, l'autre moitié est botaniste. Et justement, cette dualité qu'on a dans nos binômes, parce qu'on intervient en binôme sur les terrains, nous permet justement de discuter avec les agents de sûreté, enfin de sécurité, pardon, qui gèrent le péril animalier, pour justement adapter les mesures de fauche, la période, la hauteur, la sectorisation. Tout ça est conditionné effectivement par des enjeux de sécurité. Donc nous, le fait qu'on intervienne sur 70 terrains partenaires, 100 depuis le début de l'association, nous permet d'avoir aussi cette vision d'ensemble et pouvoir aussi retrancher certains enjeux qui sont communs à ces terrains-là, pour justement pouvoir conseiller les agents de sécurité, de péril animalier pour pouvoir adapter les mesures de gestion de manière prioritaire par rapport à l'activité du site. Voilà. Les terrains sont systématiquement fauchés. Tu disais tout à l'heure, donc c'est à peu près 75% de la surface d'un aéroport qui est laissé à la nature en quelque sorte. Est-ce que
tous ces 75% sont fauchés systématiquement au rat, ou il y a certaines parties qui peuvent être laissées en friche complète? Ça dépend un peu des terrains en fait et des pratiques de gestion qui ont été menées sur les aéroports et les aérodromes. En fait, on découvre aussi quand on va sur le terrain qu'il n'y a pas une gestion pareille. Soit il y a une convention avec des agriculteurs locaux qui viennent faucher, soit c'est un prestataire extérieur plus type prestataire espace vert, soit c'est fait en interne la gestion. Donc en fait, il y a plein de gestions différentes, de modes de gestion différents. Et en fonction de comment c'est pas fauché de la même manière. Quand c'est fauché par des agriculteurs, en général, ils veulent un foin de qualité, donc c'est souvent fauché mi-juin, par là. Enfin, ça dépend un peu de la météo de l'année. Mais voilà, donc c'est pas forcément idéal en termes de biodiversité. Donc nous, ce qu'on apporte dans nos préconisations de gestion, c'est vraiment essayer. On sait qu'il y a des zones, il faut que ce soit fauché régulièrement à ras pour des enjeux de sécurité. Et voilà, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est intégré. Mais il y a aussi des zones un peu plus loin des pistes. Où il peut y avoir ce qu'on appelle une gestion qui est un peu différente. Donc du coup, on essaye de mettre en place des gestions différenciées. Nous, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut ne plus gérer les aéroports parce que de fait, un milieu ouvert comme une prairie qui n'est plus gérée, ça va tendre vers quelque chose... In fine, ça devient une forêt. Il y a des arbres qui s'installent, qui poussent, etc. Et c'est pas forcément ce qu'on veut parce que, comme on le disait au début, il y a vraiment une biodiversité qui est liée à ces espaces ouverts, qui n'est pas la même que dans une forêt, qui est pas plus ou moins importante. C'est juste que c'est pas la même et que c'est important de conserver des milieux distincts. Et comme nous, là, on est sur les prairies qui ont tendance à disparaître, on veut quand même une gestion. Après... Nous, les préconisations qu'on donne, ça va plutôt être en termes de période à laquelle on intervient, de fréquence, comment on fait, si on fait plutôt une fauche broyée, une fauche coupée. Et ça, c'est aussi en fonction des enjeux écologiques qu'on aura identifiés suite à l'inventaire qu'on fait. Aussi en lien avec les moyens techniques, financiers, humains qu'il y a sur les plateformes. On sait que c'est pas partout la même chose. Quand la gestion elle est faite en interne et qu'ils ont investi dans un broyeur, on sait que c'est pas du jour au lendemain avec nos préconisations qui vont changer directement de matériel. Donc voilà, nous c'est des préconisations qu'on donne par rapport à ce qu'on voit, ce qui serait bien de faire, et après ils le font ou pas en fonction de ce qu'ils peuvent. Corba, juste à côté d'ici, où vous allez bientôt intervenir. Moi j'ai fait partie de cet aéroclub pendant pas mal d'années, et donc on voyait, nous on avait des moutons qui venaient tondre les à bord de la piste. Alors ils étaient dans un enclos, et puis l'enclos se déplaçait. J'ai vu aussi des fois venir un tracteur avec une faucheuse et qui faisait des bottes de paille aussi. Ouais. Oui, après ça c'est vraiment le fait d'avoir différentes méthodes d'entretien. Donc le pâturage, c'en est une aussi. C'est cette diversité-là aussi de gestion qui fait qu'il y a une diversité d'espèces. Parce que du coup, l'entretien par le pâturage, ça ne va pas avoir tout à fait le même impact sur les espèces, notamment les espèces d'insectes, qu'une fauche qui enlève toutes les fleurs d'un coup. Voilà. Donc c'est ces modalités de gestion qui sont importantes de diversifier. Après, je sais que les moutons, c'est pas forcément l'idéal partout, mais il y a des plateformes qui sont en contact avec des agriculteurs à côté et qui peuvent, par exemple, quand il y a une fermeture de piste pour des travaux, je sais que ça a été fait sur certaines plateformes en fin de saison, et ils se disent si vous voulez, venez à ce moment-là pour quelques semaines, même si c'est juste une semaine, et du coup ils interviennent et il n'y a pas de souci. Donc c'est aussi cet ancrage dans les territoires qui est important pour les aéroports, d'avoir une connaissance aussi de ce qui est à côté d'eux, qui leur permet de s'intégrer dans le territoire, de favoriser des corridors écologiques, des réserves, etc. Et donc, sur les aéroports où vous avez l'habitude d'aller maintenant régulièrement, vous avez noté des changements dans les habitudes des services d'entretien? Alors oui, il y a des réflexions qui ont lieu justement avec les services d'entretien. Ça, c'est par rapport aux préconisations qui sont émises, comme l'a dit Honorine. Effectivement, il peut y avoir la question de faire l'acquisition d'un nouveau type de matériel, justement pour avoir, par exemple, une fauche plutôt coupée que broyée, qui permettent de mieux réguler la hauteur, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment orienté sur la fauche. Après, effectivement, il peut y aussi avoir des évolutions sur les dates d'intervention, non pas seulement sur les prairies fauchées, parce qu'on trouve aussi d'autres petits types d'habitats, comme par exemple des fourrés, donc des zones avec des zones arbustives. Donc nous, on va plutôt préconiser, par exemple, d'intervenir en dehors des périodes de nidification. Pareil pour les bassins de rétention sur lesquels on peut trouver des espèces protégées, notamment les amphibiens qui vont se reproduire à la fin du mois de février, début du mois de mars.
éviter de curer, par exemple, pendant les périodes de reproduction, ces milieux-là dans lesquels vont en fait évoluer ces espèces. Effectivement, sur les terrains sur lesquels on intervient depuis un bon moment, il y a quand même une évolution sur cette diversité d'habitat, en tout cas de la gestion qui est appliquée. Parce que parfois, les habitudes sont tenaces quand même. C'est vrai que parfois, les habitudes sont tenaces. Voilà, ouais. Il y a des fois, mais c'est pas forcément que dans ce milieu-là. Bien sûr. Il y a aussi, pour tout ce qui est de la gestion d'espaces verts plus urbains, des choses qui peuvent être faites sur la gestion différenciée, comme je disais, pas forcément faucher tout au même moment et essayer de laisser des zones qui vont un peu plus pousser, les faucher plus tardivement. Il y a des choses qui restent ancrées, des discours de on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. Donc des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, et puis dire à celui qui vient faucher, il faudra venir en 3 fois parce qu'on veut respecter, alors que quand il est là, il fait tout le terrain et puis il repart le soir. Ouais. Là aussi, je me souviens avoir entendu le président d'Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, il y a 2 ou 3 ans, à la tribune du congrès des aéroports français, qui disait « Mais nous, on n'a pas vocation à être des réserves naturelles. Nous, notre vocation, c'est d'accueillir les passagers et de les faire voler. » Si on voulait vraiment pas que les aéroports soient des réserves naturelles, il faudrait tout bétoniser, ce qui est quand même un certain coût et ce qui n'est pas forcément très malin. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas pouvoir... on sait qu'on ne peut pas lutter contre les espèces qui vont venir dans ces espaces-là, donc en fait, il faut faire avec. Faire avec, ça veut dire aussi un peu mieux connaître leur fonctionnement, comment certaines espèces vont interagir avec d'autres, pour mieux comprendre en fait quand il va y avoir un risque de collision, etc. Comment mieux l'appréhender plutôt que juste se dire qu'il y a cette population d'oiseaux qui est là, qu'on va prélever et enlever. En fait, on sait que finalement, c'est pas une finalité, parce que si on enlève tous les faucons cresserelles qui nichent sur l'aéroport, en fait, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a à manger, qu'il y a un terrain favorable pour accomplir leur cycle de développement, la nidification, etc. Si on les enlève, il y en a 2 autres qui vont revenir. Donc en fait, voilà, il faut vraiment comprendre pourquoi ils sont là, comment ils fonctionnent pour cohabiter. Voilà, pour cohabiter, tout à fait. Alors justement, à propos d'oiseaux, Franck May, qui est toujours à Angoulême, au fait, j'y pense, un petit faucon très blanc, ventre faucon gerflot, mais taille du crécelle. Ça vous dit quelque chose ? Oui, ça pourrait. Alors, comme ça, il faudrait savoir s'il a les yeux rouges ou pas. Alors, s'il a les yeux rouges, c'est quoi ? S'il a les yeux rouges et très blancs et qui ressemble à un faucon, ça peut être de l'élagnon blanc. Donc, il y a une espèce qui a un faucon qui vient plutôt des zones désertiques et qui remonte pas mal ces dernières années en France. On en retrouve jusqu'en Île-de-France, c'est un peu plus rare, mais sud-ouest, il y en a pas mal. J'en ai déjà vu beaucoup sur les plateformes de Pau, de Tarbes. À Angoulême, je ne l'ai jamais vu, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y soit. Mis à part la gestion des espaces verts, est-ce que vous intervenez sur la gestion des vols ? Par exemple, pour définir les créneaux de vol ou autres ? Non, pas du tout. Absolument pas, non. Non, après, sur les créneaux, ça peut être des fois, mais comme tu le disais, il y a des plateformes qui font des fauches nocturnes, en fait, pour éviter... parce que des fois, la fauche, ça va pas mal attirer des rapaces, même des oiseaux de type héron, qui vont venir derrière le tracteur pour choper, en fait, tout ce qui a été un peu délogé par la fauche. Et donc, du coup, des fois, de préconiser des fauches nocturnes, ça peut être une solution pour éviter les collisions. Après, c'est vrai que c'est pas forcément non plus... bien pour tous les autres taxons, parce que la nuit, souvent pour d'autres groupes, c'est un peu plus le repos, il n'y a pas trop de dérangement, donc voilà. Parlons, alors je sais que vous n'êtes pas ornithologue, mais le péril aviaire, c'est quand même une réalité sur les aéroports. Donc les aéroports, les grands aéroports ont des effaroucheurs. Et donc en général, ce sont soit des salariés de l'aéroport, soit des techniciens de l'aviation civile qui se déplacent avec des voitures au bord des pistes, qui ont des grands haut-parleurs, ou qui ont des fois des fusils pour faire du bruit, pas pour tirer, mais pour faire du bruit. Est-ce que vous êtes en relation avec eux ? Est-ce que là aussi, vous pouvez mutuellement vous aider, non ? Alors, nous, on apporte une base de réflexion sur la manière dont on peut éventuellement, je dirais pas effaroucher, mais on dote vraiment ce personnel aussi d'une partie de notre connaissance, tout simplement parce qu'effectivement, notamment pour les espèces migratrices qui sont moins fréquentes sur les aéroports, enfin, moins fréquentes en tout cas à l'année sur certains terrains, puisqu'elles sont présentes que ponctuellement, nous, on peut aussi informer sur l'écologie de ces espèces-là, leur comportement, pourquoi elles viennent à tel endroit, qu'est-ce qu'elles font exactement, est-ce qu'elles se nourrissent de telle manière plutôt qu'une autre. Ça peut être une base de réflexion justement pour
mieux comprendre et mieux gérer l'effarouchement derrière, effectivement. Après, il y a plusieurs modes d'effarouchement. Je sais qu'à Nantes, par exemple, il y a une fauconnerie. Donc, c'est le seul aéroport commercial sur lequel il y a une fauconnerie, en tout cas en France. Une fauconnerie à Nantes. Fauconnerie, tout à fait. Voilà, donc c'est le personnel SSLIA, donc les pompiers, justement, qui se chargent justement d'élever 3 buses de Harris. Donc, ce sont des buses sud-américaines qui sont élevées justement pour faire le travail d'effarouchement. Donc, avec d'autres moyens combinés, bien sûr, mais ça leur permet justement de réintroduire en quelque sorte un prédateur qui va pouvoir éviter que certaines espèces indésirables pour l'activité du site se fréquentent le site. L'alternative, c'est quoi alors ? L'alternative, il y en a plusieurs. Après, je suis pas effaroucheur en fait. C'est pas notre métier. Ouais, après c'est tout ce qui est surtout sonore, mais aussi visuel. Visuel. Ouais, à Orly, ils ont des panneaux avec des espèces de formes, des flashs qui sont là pour l'effarouchement aussi. Donc voilà, c'est ça l'alternative, pas mal de sons, mais on sait que les oiseaux s'habituent aussi à ça. Ils savent aussi au bout d'un moment en fait que même s'il y a son, on leur fait pas grand-chose. Et la dernière manière, j'en parlais tout à l'heure, c'est le prélèvement quand il y a vraiment, quand ça embête vraiment l'aéroport, ce qui n'est pas forcément une finalité en soi. Solution. Après, notre travail par rapport au péril animalier, il est vraiment, je dirais, préventif dans le sens où nous, on va vraiment préconiser des choses, notamment sur des zones qu'on va estimer. Si on se rend compte qu'il y a un problème sur telle zone parce qu'elle est trop attractive pour telle espèce indésirable pour l'activité aéronautique du site, nous, on va peut-être préconiser justement de maintenir certaines zones fauchées à telle hauteur plutôt qu'une autre, dans l'idée que justement ces espèces-là indésirables, notamment sur les seuils de piste par exemple, ne viennent pas fréquenter lors du décollage ou d'atterrissage des aéronefs. Donc ça va être ça. Après, s'il y a par exemple des cultures aussi sur les aéroports, il y en a certaines qui peuvent être très attractives. J'ai fait par exemple 2 aéroports, ou en tout cas aérodromes où il y avait une très grosse activité agricole intensive avec des cultures qui peuvent être justement attractives pour les pigeons, etc. Donc, quel genre de culture ? Tout ce qui est le petit pois, les fèves, ça c'est souvent assez attractif. Le tournesol aussi, on voit pas mal de colombidés, donc comme les pigeons ramiers qui viennent se percher là-dessus. Donc nous on va plutôt avertir sur le fait que effectivement s'il y a des problèmes avec ces espèces, peut-être changer de mode de culture, mettre une culture peut-être moins attractive pour ces espèces-là. Et puis tout simplement, peut-être même mettre de la prairie de fauche. Je reparle encore du renard, mais c'est vrai que c'est un bon prédateur, notamment des petits campagnols, des micro-mammifères, qui vont notamment être chassés aussi par les rapaces. Donc justement, le fait de laisser les prédateurs au sol s'occuper des petites proies de type micro-mammifères, ça va permettre aussi d'éviter, en tout cas de limiter la fréquentation par les plus gros rapaces dans l'air. Tu parlais là des renards. Si on les laisse tranquilles, ils vont se reproduire. À un moment, il faut... Alors, comme disent pudiquement les chasseurs, il faut les prélever. Comment on fait pour enrayer cette prolifération des renards ou des lapins ? À Roissy, à Orly Moi, personnellement, sur les terrains que j'ai prospectés, on n'a pas eu de retour par rapport à ça, problématique par rapport au renard. Après, ça pourrait l'être sur certains terrains, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu connaissance de problème par rapport à une prolifération anormale de renards. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en principe, un écosystème en bonne santé se régule, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de nourriture limitante, et voilà, s'il y a une portée de 5 petits, peut-être qu'il n'y en a que 2 qui vont pouvoir prendre la suite, parce qu'il y en a 3 qui vont pas avoir assez à manger. Normalement, ça se régule au bout d'un moment. Donc, Pour l'instant, vous n'avez jamais remarqué ce problème-là sur les, il y en a qui 80 ou 100 terrains que vous avez... Si, il y a du prélèvement de renards. Nous, nous est dit. Et après, nous, c'est... Mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a aussi cette habitude de faire comme ça, comme on disait tout à l'heure. Sans vouloir rentrer dans un débat contre la chasse, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le péril animalier, qui sont aussi chasseurs par ailleurs, et c'est aussi, ils sont aussi un peu obligés de l'être parce qu'il doit y avoir un permis de chasse pour faire des prélèvements, etc. Mais donc du coup, il y a aussi des habitudes là, qui viennent aussi de la chasse, je pense. Et en fait, dans un écosystème qui se porte bien, comme disait Jordan, normalement, ça va se réguler. Et des proliférations de renards, s'il n'y a pas assez à manger, notamment le renard, ça se régule assez bien en fonction de la nourriture. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bon, et après, un renard, c'est très rusé, donc je pense qu'il ira aussi peut-être trouver à manger ailleurs. Mais sinon, pour rebondir sur des éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir avec des renards ou avec d'autres espèces, les principaux événements
qu'on peut avoir, c'est souvent aussi avec des juvéniles en fait, donc avec des jeunes qui sont inexpérimentés. Donc là, je parle pour tout type d'animal qui pourrait représenter un danger pour l'activité aéronautique. Voilà, les collisions qu'on a principalement, c'est surtout les migrateurs qui sont pas habitués à évoluer dans ces milieux-là, et également aussi les juvéniles qui n'ont pas encore appris, qui n'ont pas encore été habitués à justement évoluer en contexte aéronautique. Maintenant, lorsqu'on a effectivement une population d'oiseaux qui est habituée à vivre dans un milieu aéronautique, en général, il y a très peu en fait de collisions avec ces individus-là, c'est minoritaire. Oui, c'est pour ça que le prélèvement, c'est vraiment pas top, parce que quand on veut enlever une population qui va avoir l'habitude, même s'il peut y avoir des problématiques avec, qui va avoir l'habitude de ce terrain-là, il y en a une autre qui va arriver, qui n'a pas forcément connaissance du contexte, des avions, et du coup, c'est peut-être là qu'il va y avoir encore plus de problèmes. Enfin, ça peut être un cercle vicieux là-dessus, à force de faire des prélèvements. C'est là où l'association a un rôle de conseiller. Oui, on a un rôle d'informer, je dirais. Informer. Déjà d'informer, voilà. Après, tu fais quelle différence entre conseiller et informer? Alors, on préconise, mais voilà, nous, on préconise des choses, on veut informer, et après, moi, je fais aussi beaucoup confiance au personnel sur place de Péril Animalier, qui en fait connaissent mieux leur plateforme que nous, finalement, parce qu'ils sont là 365 jours par an. Nous, on intervient 3 fois par an, plusieurs fois, sur plusieurs années en tout cas. Pour avoir discuté avec ce personnel-là, je trouve qu'ils sont quand même très à l'écoute. Généralement, ça aboutit quand même sur une réflexion, et ils repensent derrière aussi la manière dont ils peuvent peut-être prélever, à quel moment, pourquoi, dans quelles circonstances. Généralement, on a des échanges très constructifs qui aboutissent sur une évolution. Mais c'est à eux aussi de s'approprier cette connaissance et ce que nous on observe par rapport au constat que nous on fait sur les terrains. Puis souvent, les services du Péril Animalier, ils sont très centrés sur les oiseaux, les mammifères aussi. Après, nous, on a quand on va sur les terrains, on s'intéresse aussi à la flore, aux insectes, et du coup à toutes ces connexions qu'il peut y avoir par rapport aux oiseaux, aux insectes, etc. Donc c'est un peu leur apporter cette connaissance sur comment ça fonctionne un écosystème, et pas forcément que de regarder les oiseaux, parce que souvent sur ces sujets-là, ils sont très calés et ils connaissent très bien la plateforme. C'est souvent eux qui nous disent telle date on a vu ça, on sait que telle espèce se reproduit là, etc. Donc pour nous, quand on arrive sur les terrains, c'est vraiment une connaissance hyper importante d'avoir ça, d'avoir leur expérience du terrain, leur connaissance, et sur lesquelles on se base pour la suite. Il y a quelques années en arrière, avant même la création de l'association Aérobiodiversité, je sais qu'ici, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry avait édité des posters où on avait les différentes espèces d'oiseaux, par exemple, présentes sur l'aéroport, les fleurs, tout ça. Et ça, c'était destiné aux riverains. Parce qu'il fallait aussi montrer aux riverains que l'aéroport n'est pas qu'une source de nuisance, c'est une source de développement économique, mais c'est aussi un espace de biodiversité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important, cette relation avec les riverains. Parce que tout à l'heure, vous disiez que ça permet au personnel de l'aéroport de découvrir toute une partie de l'aéroport sous un autre jour. Mais c'est vrai aussi pour les riverains. Et il vous arrive, vous, de rencontrer des riverains ? Alors oui, on peut rencontrer des riverains. De manière générale, on peut rencontrer tout type d'acteurs du territoire qui est concerné de près ou de loin par les aérodromes ou les aéroports. Donc ça peut être des élus locaux, ça peut être des scolaires, ça peut être effectivement des riverains adultes, ça peut être des associations naturalistes locales, même si là on ne parle pas de riverains. C'est vrai que c'est plus facile, par exemple, sur des aérodromes sur lesquels il n'y a pas de contraintes de sûreté aussi exigeantes que sur les aéroports, de pouvoir faire venir des riverains pour nous accompagner sur le terrain, pour venir avec les membres de l'aéroclub pour découvrir la faune et la flore qu'on peut trouver côté piste. Mais effectivement, il y a aussi ce travail de sensibilisation à faire auprès du grand public, de manière générale, pour effectivement mettre en valeur aussi cette biodiversité, cette richesse, ce patrimoine-là qu'on a côté piste, généralement, et qu'il est important de préserver. Comment vous travaillez là comment vous dressez cet inventaire de la biodiversité sur un aéroport ? Concrètement, très concrètement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on intervient 3 fois dans l'année sur chaque terrain partenaire. Au début, à la fin du printemps et au début de l'automne, lors de la période migratoire des oiseaux, enfin fin de l'été plutôt d'ailleurs. Donc on met en place des protocoles d'inventaire qui ont été produits par le Muséum national d'histoire naturelle. Et l'application de ces protocoles, elle a d'ailleurs été validée par notre
conseil scientifique, on en reparlera peut-être après. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on inventorie la flore, les habitats, mais également la faune, avec du coup un protocole d'étude des oiseaux dont Honorine a parlé. Et donc on étudie aussi d'autres groupes comme les arthropodes, avec un suivi des insectes pollinisateurs, un suivi photographique des insectes pollinisateurs, pour étudier par exemple les relations qu'il peut y avoir entre certaines plantes et certains insectes pollinisateurs, voir quelles sont les interactions principales au sein de la prairie entre telles espèces végétales et telles espèces d'insectes pollinisateurs. On passe environ 1 journée et demie sur chaque terrain, durant lequel on fait l'ensemble de ces relevés, donc sur la flore, les oiseaux, les insectes pollinisateurs, les arthropodes de manière générale, on fait aussi les libellules, le groupe des sauterelles, les araignées. On étudie aussi des groupes qui sont un peu sous-prospectés à l'échelle nationale. Voilà, on s'intéresse aux groupes principaux liés notamment au péril animalier, enfin qui sont en relation directe avec le péril animalier, mais c'est important aussi, on a une vocation aussi à produire de la donnée sur des groupes qui sont très méconnus à l'échelle nationale et pour lesquels il est important de produire de la donnée pour derrière évaluer des statuts de conservation, comprendre où en sont en fait les effectifs de telle espèce à tel endroit. Voilà. On inventorie également les reptiles, les amphibiens, les chauves-souris. Ouais, les chauves-souris, parce qu'en plus il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle M Chauve-souris, donc oui, on s'occupe aussi des chauves-souris. Quand vous partez comme ça pour faire un inventaire, vous êtes combien sur le terrain ? Tout à l'heure, Jordan le disait, on travaille en binôme. Les 2 plus grands groupes qu'on fait, c'est la flore et les oiseaux, donc on va en binôme avec quelqu'un qui a plutôt un profil botaniste et quelqu'un plutôt un profil ornithologue. Et après, pour les autres groupes, on se base un peu sur nos connaissances transversales. Pour les chauves-souris, on ne l'a pas détaillé, mais du coup, là, on n'a pas forcément de connaissances propres, mais on pose ce qu'on appelle un enregistreur à chauves-souris qui va enregistrer les ultrasons qu'émettent les chauves-souris quand elles chassent pour se déplacer. Donc du coup, en fait, qui va enregistrer toute la nuit ces ultrasons et qu'ensuite, en fait, on fait juste du traitement de données derrière parce que chaque espèce de chauve-souris, il y en a plus de 30 en France hexagonale, a un champ, en fait, un peu comme les oiseaux spécifiques, émet des ultrasons dans une fréquence spécifique et ça nous permet de les reconnaître. Et vous passez combien de temps sur un aéroport ? C'est en principe 3 demi-journées. Voilà, ça nous permet ça de suffit mettre... vu qu'on intervient 3 fois dans l'année, ça nous permet de mettre en place effectivement lors d'une matinée, notamment l'écoute des oiseaux de jour. On le fait le matin parce que c'est là où ils sont le plus actifs, c'est là où ils chantent, c'est là où ils vont le plus se déplacer. Après, en milieu de journée, ça se calme. Donc, en une demi-journée, on arrive à faire nos points d'écoute oiseaux. Et après, généralement, dès qu'il fait un peu beau temps, on fait un suivi photographique des insectes pollinisateurs sauvages qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Et à côté de ça, durant le reste du temps, effectivement, on fait des inventaires opportunistes, notamment en ce qui concerne la flore. On dresse notre cartographie d'habitat en sectorisant les différentes entités paysagères. On relève les stations d'espèces d'intérêt, à la fois végétales et animales. Et puis on fait aussi tout un travail de sensibilisation au fur et à mesure. Donc, comme on dit, c'est souvent 50% de notre travail, de tout simplement décrire ce qu'on fait à l'instant T avec les gens qui nous accompagnent pour les doter de cette connaissance et, s'ils le souhaitent, également réaliser les protocoles de sciences participatives avec nous sur le terrain. C'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent, par exemple, faire le suivi des insectes pollinisateurs sauvages avec nous et derrière rentrer leurs données sur les bases de données, parce que ce sont des protocoles qui ont été pensés pour que tout un chacun, même s'il n'a pas de bagage universitaire derrière, puisse en fait s'approprier ces protocoles. Après, en ce qui concerne les chauves-souris ou le piège photographique, ce sont des dispositifs en fait qu'on dépose à un instant T, qu'on vient récupérer le lendemain. Donc en fait, la donnée, elle est produite tout au long de la nuit. Et après, on a des prospections complémentaires si besoin. S'il y a des moments d'animation ou des choses qui sont prévues en plus, notamment l'animation avec des groupes scolaires. On peut prévoir une demi-journée en plus pour sensibiliser à l'aide de jeux ou d'activités avec des supports d'animation, la biodiversité qu'on peut retrouver côté piste. Et après, pour savoir si ça suffit d'aller qu'une demi-journée, 3 fois une demi-journée sur les terrains, on n'a pas vocation à dresser un inventaire exhaustif. On sait qu'il y aura toujours des choses à côté desquelles on passera, notamment parce qu'on prospecte pas forcément en période hivernale. Alors pour ce qui est de la flore, des insectes, c'est pas l'idéal, il y a très peu de choses à ces moments-là, mais pour les oiseaux notamment, il y a vraiment des oiseaux qui peuvent être présents juste en hiver sur les plateformes. Donc après aussi, l'idée, c'est de former un petit peu. Alors on ne veut pas que tout le personnel aéroportuaire ou les usagers des aérodromes deviennent des experts naturalistes comme on peut l'être nous, en les sensibilisant, en leur donnant aussi quelques protocoles qui sont accessibles au grand public, de faire de leur côté des petites observations, de aussi nous remonter des données, prendre simplement une photo d'une plante qu'ils n'ont jamais vue fleurir et
Là, ils voient, ils se demandent ce que c'est, de nous l'envoyer après pour avoir un peu plus de données, ou enfin, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'être aussi... d'essayer de former un petit relais sur les plateformes qui, on sait que ces gens-là, que ce soit le personnel, les usagers, ils vont être là beaucoup plus souvent que nous. Donc finalement, il y a encore plus d'opportunités pour voir des choses, même s'ils ont peut-être un œil moins aguerri que le nôtre. Mais du coup, d'avoir ces relais-là pour essayer d'avoir un peu de données tout le temps et d'être le plus exhaustif possible. Et ça fonctionne, ça, ces relais sur le terrain, ces correspondants en quelque sorte? À partir du moment où on a du monde avec une sensibilité naturaliste, même si c'est 1 ou 2 ou 3 photos dans l'année, on peut quand même obtenir de la donnée précieuse. Et puis après, c'est vrai que le plus gros de notre travail, c'est vrai que c'est beaucoup de la sensibilisation. Après, pour la production de données, c'est autre chose. Il y a un palier à franchir. Il faut vraiment avoir des gens qui soient curieux, qui aient vraiment cette sensibilité, qui soient prêts à prendre ne serait-ce que 5 minutes pour prendre en photo et nous envoyer la donnée. Donc ça, c'est un temps à prendre qui n'est pas toujours pris. Ou sinon, si la donnée ne nous est pas envoyée à un instant T, généralement, à la session d'après, lorsqu'on réintervient, on peut avoir les échos de la personne qui nous dit « voilà, moi j'ai vu ça à telle période sans pour autant qu'il y ait eu un mail qui a été fait. » Alors, Monsieur Chauve-souris, toujours lui, utilisez-vous des applications participatives où tous les gens peuvent faire du recensement? Parce que moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai une appli ou deux où je prends en photo les petites fleurs et j'ai tout de suite la réponse, et puis ça enrichit la base de données. Est-ce que ça peut être utilisé sur une plateforme? Est-ce que vous l'utilisez? Nous, on peut potentiellement l'utiliser pour montrer aux gens qu'il y a des aides possibles pour essayer de reconnaître des espèces par soi-même, ou même des chants d'oiseaux, ça marche aussi. Il y a des applications pour les chants d'oiseaux ou des photos d'oiseaux aussi. Donc nous, on n'est pas du tout contre l'utilisation de ça, parce que ça permet aussi d'apprendre un peu par soi-même, parce qu'il faut déjà la volonté de prendre la photo, de regarder sur l'application, etc. Après, nous, on dit toujours qu'il faut quand même aller un peu vérifier si c'est bien ce que l'application a sorti, parce qu'on sait que ça progresse énormément, notamment ces dernières années. C'est assez incroyable, c'est une aide assez incroyable. Alors, c'est pas un protocole à proprement parler, mais une aide pour que les gens s'y intéressent et qu'ils trouvent que ce soit un peu plus accessible. Parce que des fois, quand on est sur le terrain, quand on leur dit que c'est telle espèce parce que tel critère, etc., et c'est normal, c'est pas ils sont pas experts là-dedans, donc ça peut leur paraître très abstrait. Donc d'avoir des aides, ça peut faciliter ça. Moi, personnellement, je trouve que ces applications-là deviennent de plus en plus robustes parce qu'il y a de plus en plus de participants. Moi, je parle beaucoup pour les plantes, pour le coup, mais ça marche aussi effectivement avec les insectes ou même avec la reconnaissance des chants d'oiseaux. On peut quand même au moins trouver à quel groupe pourrait appartenir cette espèce en tout cas, sans pour autant effectivement aller jusqu'à l'espèce en tant que telle. On sait qu'il peut s'agir en tout cas effectivement d'une violette parmi peut-être 30 espèces de violettes. Mais en tout cas, ça permet de mettre un nom sur les choses. Et à partir du moment où on arrive à mettre un nom, on arrive à considérer la biodiversité, à considérer ces espèces et derrière à pouvoir intégrer qu'elles existent et qu'il faut les protéger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette aide-là ou vous souhaiteriez que ça se développe un peu, que vous ayez de plus en plus de correspondants? Et là, au sens large, quand je dis de correspondants, c'est pas forcément quelqu'un qui a son badge, mais des gens repérés sur les plateformes et qui sont des gens qui vous font remonter de l'information entre deux passages d'aérobiodiversité. Oui, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de faire adhérer le plus de monde possible quand on est sur les plateformes. Alors sur les aérodromes, quand on est en contact avec les aéroclubs, des fois c'est un peu plus simple. C'est des gens qui font ça sur leur temps, alors que quand on est sur des aéroports, c'est du personnel aéroportuaire. Et là, même avec toute la bonne volonté de vouloir s'intéresser à ça, il faut aussi qu'au niveau de la direction, qu'il y ait du temps dédié à ce genre d'action. Et sur les plateformes où on a vraiment des gens qui prennent en main des protocoles, qui font remonter des données dans le cadre de protocoles, c'est parce qu'on leur a laissé aussi, au sein de leur direction, ce temps-là pour faire ça sur leur temps de travail. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est un peu... ça dépend aussi les plateformes. Donc oui, ça fonctionne d'avoir des correspondants, mais ça dépend un peu où. C'est pas simplement sur le temps de travail, mais c'est qu'on se balade pas n'importe où sur un aéroport. Vous en avez vraiment conscience aujourd'hui. Les gens qui travaillent sur un aéroport et qui ont un badge ne peuvent pas aller où ils veulent. Oui, c'est ça. Ils sont confinés dans certaines zones, et en tous les cas, on voit jamais personne se balader à pied au milieu de la prairie. Non, c'est sûr. Nous, après, on axe pas mal nos protocoles autour du chemin de ronde
que fait le personnel de sûreté pour essayer d'être quand même un peu loin des pistes, parce qu'on voit quand même pas mal de choses, notamment les oiseaux, on les entend chanter assez loin, et puis après on se balade un peu plus, on va jamais être très près des pistes en fait pour faire nos inventaires. Du coup oui, ça peut être un frein de pas pouvoir aller n'importe où. Après, sur les petits aérodromes, c'est quand même un peu plus simple, mais il faut toujours, et puis on est toujours accompagné aussi de quelqu'un, voilà, on peut pas y aller n'importe quand, n'importe où. C'est pour ça aussi que des fois, nos correspondants biodiversité qu'on a sur les plateformes, c'est des gens, soit qui sont liés à la gestion d'espaces verts, soit qui sont liés au péril animalier, parce qu'ils ils se baladent un peu sur tout le chemin de ronde, etc. 80 aéroports, aérodromes, passage 3 fois dans l'année, concentré en plus sur une période de quelques mois. Vous êtes une armée pour faire ça, non ? On est une équipe salariée composée de 6 personnes permanents en CDI, dont Jordan et moi. Et ensuite, pour la période des inventaires, enfin même un peu plus largement, de mars à novembre, on engage des saisonniers en CDD. Donc qui sont là pour 8 mois et qui nous aident du coup à faire à la fois le terrain, enfin les 3 visites de terrain, mais aussi ce qui va avec, enfin l'animation aussi sur le terrain forcément, et aussi en fait les rapports annuels qu'on fournit à chaque plateforme. Donc pour chaque plateforme qu'on inventorie où on va, on fournit un rapport qui reprend toutes les observations qu'on a faites au cours de l'année, qui met en avant les espèces à enjeu, soit qui sont protégées, soit qui sont menacées à l'échelle locale ou même à l'échelle nationale, et qui donne aussi dans ces rapports-là, on donne des préconisations de gestion. Donc, du coup, ils nous aident aussi à faire tout ce travail-là. Les 6 permanents, ils ont quelle formation, quel cursus, vous, par exemple ? Alors, personnellement, j'ai fait un cursus en sciences de la vie et de la terre, une licence d'abord en sciences de la vie et de la terre, et j'ai poursuivi sur un master en écologie, orienté sur la gestion des espaces naturels et de la biodiversité. Donc, la plupart de nos collègues ont un cursus universitaire de toute façon. Certains ont un BTS également, qui est plus appliqué pour le coup, mais qui est tout aussi intéressant parce qu'on a aussi une diversité de profils par rapport à ça. Un BTS en gestion et protection de la nature, c'est un autre type de profil qu'on peut avoir. Mais la plupart ont effectivement un master. Et toi, Norine ? Alors moi, j'ai une formation un peu différente. Je suis ingénieure agronome de formation. Après, je me suis toujours pas mal orientée vers toutes les questions environnementales, etc. Mais ce que ça reflète aussi, c'est que les connaissances naturalistes qu'on a en botanique ou autre, de reconnaissance des espèces, ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on apprend rarement à l'école, enfin assez peu, mais plutôt sur le terrain, en faisant des sorties avec des associations naturalistes, ou sur notre temps personnel. Donc du coup, voilà, c'est un peu différent de ce qu'on apprend à l'école. Et alors, vos saisonniers, eux, ils ont quel profil ? Un peu le même que la plupart d'entre nous, souvent un master, enfin pas forcément tous un master en écologie, mais dans ce domaine-là, il y a des gens qui ont des BTS aussi. Voilà. On sait qu'il y a quand même des associations ornithologiques, des associations de botanistes qui sont des amateurs éclairés. Est-ce qu'eux peuvent être intéressants pour vous, venir vous renforcer ? Sur le terrain, oui, bien sûr. Lors de nos interventions, ou même s'ils sont aptes à pouvoir en fait aller en dehors de nos visites sur ces terrains-là de manière sécurisée, effectivement, ils peuvent produire des données très riches. Et ils le font ? Est-ce que vous êtes en relation et vous faites travailler vous faites intervenir des associations d'amateurs ? Non, pas forcément. En fait, on essaye de mettre en contact aussi. On rayonne un peu au niveau national, même en Outre-mer. Donc du coup, on a une vision très nationale de ce qu'il peut y avoir en termes de biodiversité. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est quand il y a des associations naturalistes qui sont bénévoles, ou il y a aussi des salariés dans certaines associations naturalistes, de mettre en lien les aéroports, les aérodromes avec ces associations-là qui ont une connaissance un peu plus locale des enjeux de biodiversité. Parce que des fois, c'est des mondes qui vont pas forcément naturellement se rencontrer. Le côté un peu plus écologue, écologiste, avec le monde aéronautique, voilà. Ça veut pas dire que il y a des endroits où ça s'est très bien fait sans l'aide d'aérobiodiversité, mais en fait, nous, on essaye aussi de d'être un peu, de faire une médiation. C'est ce que j'allais dire. Là, tu mets le doigt sur quelque chose. L'association est médiatrice en quelque sorte. Un petit peu. Alors après, ça prend pas partout forcément, mais nous, des fois, on fait appel quand on fait des observations qui nous semblent être assez importantes
à enjeu au niveau local. Nous, ça nous est déjà arrivé de prendre contact avec la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux locale, parce qu'ils ont des antennes assez départementales, il me semble, pour leur faire remonter des données ou pour leur dire est-ce que ça vous intéresserait de venir avec nous sur le terrain, on y va à telle date. Et du coup, ça permet de se parler aussi. La réponse ça dépend. Après, on n'y va pas non plus souvent comme ça frontalement, c'est qu'on a déjà un contact par un saisonnier ou un collègue qui connaît quelqu'un dans cette association. Voilà. Mais oui, nous, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois d'aller ou sinon avec des personnes qui travaillent au conservatoire d'espaces naturels locaux pour avoir des observations, pour tisser un peu un lien, pour aussi voir ce qui se passe dans ces terrains-là qui sont finalement assez peu prospectés par le monde naturaliste, par les assos naturalistes, parce que souvent c'est des terrains fermés et souvent, comme je disais, c'est pas forcément des mondes qui vont se rencontrer peut-être très naturellement. J'ai 2 exemples, si vous voulez qu'on en parle. À l'aéroport de Bastia, sur lequel il y a eu le groupe Chiroptère Corse. Donc, c'est une association qui se charge d'étudier les chauves-souris sur l'île de Beauté, qui justement était intéressée de savoir quelle biodiversité, en tout cas, quelle richesse de chauves-souris on pouvait trouver sur les plateformes aéroportuaires, et qui est venue le temps d'une nocturne pour faire de l'écoute active, donc c'est-à-dire avec un détecteur à ultrasons de chauves-souris, pour voir quelles espèces pouvaient venir chasser à la date donnée sur l'aéroport. Puis je pense aussi à l'aéroport d'Ajaccio, toujours en Corse, sur lequel il y a un très gros enjeu de conservation majeur sur un escargot endémique qui est en danger critique d'extinction, qui s'appelle l'Hélix de Corse, et dont la seule localité connue se trouve en fait sur le golfe d'Ajaccio. Donc c'est une espèce qui évolue sur des arrières dunes littorales, dans une lande avec des genêts. Voilà, on parle de la plante. Hein. Mais voilà. Donc ils ont fait venir une association locale qui se charge de faire le suivi scientifique de cette espèce de manière très précise pour compter les individus de nuit, parce que c'est une espèce nocturne qui ne sort que de nuit et par temps de pluie, donc autant vous dire que c'est pas facile de la compter. Et du coup, ils ont pu mettre en place un partenariat dernièrement pour justement intervenir côté piste, parce que justement, on sait qu'il existe une population de cet escargot. Donc effectivement, en dehors de nos visites, on a du comptage d'escargots qui est fait par cette association et par le personnel aéroportuaire qui vient leur donner un coup de main. Fab Morlon, qui nous rejoint, demande si vous avez des liens avec des parcs naturels régionaux qui eux aussi font beaucoup de recensement de biodiversité. Alors des partenariats, c'est pas le mot que j'emploierais, mais effectivement, on a déjà eu des rencontres avec des parcs naturels régionaux ou des associations naturalistes locales qui vont progressivement muter vers la création de parcs naturels régionaux. Je pense notamment à l'aéroport de Dinard, sur lequel on a une association qui s'appelle Cœur Émeraude, une association locale qui a rencontré à 2 reprises les équipes sur le terrain, sur lequel bientôt va y avoir un parc naturel régional, et dans lequel l'aéroport va s'inscrire en fait, parce qu'il se trouve sur les communes qui vont être couvertes par ce parc naturel régional en cours de création. Mais effectivement, ça peut être un parc naturel régional, ça peut être un conservatoire d'espaces naturels, ça peut être un conservatoire botanique national. Alors tous ces termes peuvent sembler un petit peu complexes, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines d'expertise au sein de la conservation de la biodiversité, mais ce sont des experts naturalistes justement qui viennent avec nous sur le terrain et avec qui on a des échanges très enrichissants, parce qu'ils ont une très bonne connaissance du territoire, et généralement ça permet derrière de créer justement des partenariats à la suite avec les aéroports, s'ils le souhaitent. L'association existe depuis une dizaine d'années, c'est ça, hein? Tout à fait. C'est ce que vous disiez. Donc au départ, c'est une association qui a été créée par des professionnels de l'aéronautique. Et donc, on l'a taxé au début, du moins, on l'a accusé de greenwashing. Donc, on peut comprendre que les associations en place de défense de l'environnement vous aient vu d'un plus mauvais œil. Avec le temps, est-ce que les choses n'ont pas évolué quand même ? Alors déjà, je pense pas qu'on ait spécialement été mal regardé des autres associations ou du monde naturaliste de manière générale. L'idée de notre association, c'est pas de pointer du doigt l'activité aéronautique ou de ne pas la pointer. En fait, notre mission, elle est scientifique. Elle est de montrer une vérité qui existe, c'est qu'il y a une vie côté piste, et il y a un patrimoine, un réel patrimoine à protéger. Voilà, si on avait une biodiversité tout à fait similaire à ce qu'on pouvait retrouver en dehors, peut-être qu'on s'y intéresserait pas.
Là, on a vraiment une richesse au sein du périmètre côté piste. Et donc, nous, notre vocation, c'est d'avertir justement sur le fait qu'il y ait une richesse et qu'il faut la protéger. Voilà. Ouais. Après, nous, on ne dit pas non plus qu'il faut construire un aéroport sur des non, zones, c'est pas l'idée. Voilà, sur des zones riches, mais on sait que qu'il y a certains aéroports qui ont permis de préserver ces zones dans des secteurs urbains assez denses, etc. Et donc, du coup, en fait, ça a vraiment permis de préserver certains milieux, certaines espèces qui auraient disparu s'il n'y avait pas eu l'aéroport, en fait, parce que il y aurait eu de l'urbanisation, ou il y aurait eu de l'agriculture, ou une zone commerciale. Et voilà, après, on ne dit pas non plus que l'aviation n'émet pas du CO2, enfin, voilà. Et après, de toute façon, la biodiversité et l'effondrement de la biodiversité, c'est quelque chose de très silencieux. Et pourtant, c'est quelque chose qui se déroule sous nos yeux. Si l'association ne prenait pas en main le devoir de donner de la visibilité en fait, à cette biodiversité et à cette richesse-là, qui d'autre l'aurait fait en fait ? Donc le financement de l'association, ce sont les aéroports, les compagnies. Hein, donc il vient du milieu aéronautique. Mais votre légitimité, elle vient de votre conseil scientifique et de la qualité du travail que vous faites. Oui, tout à fait. L'association, elle a la particularité d'avoir un conseil scientifique qui est là pour un peu orienter sur les protocoles mis en œuvre, sur la validité scientifique de la démarche. Donc il est composé d'experts, de chercheurs qui sont bénévoles et donc du coup qui nous conseillent là-dessus, sur tous ces aspects-là plus scientifiques. On va pas dire qu'ils contrôlent, mais qui sont derrière aussi les travaux qu'on mène, les relectures de rapports, du rapport national, etc. Tu parlais tout à l'heure du musée d'histoire naturelle. Il fait partie aussi il est dans la boucle. Alors, c'est un partenaire de notre association, au même titre que la Direction générale de l'aviation civile. Donc, effectivement, on a plusieurs membres de notre conseil scientifique. Donc, effectivement, il y a des chercheurs, etc., qui font partie ou qui ont fait partie du Muséum national d'histoire naturelle. Puis, on a notamment, dernièrement, Bruno David, qui était l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, qui a passé la main en fin d'année 2023 à un autre président maintenant, qui du coup fait partie de notre conseil scientifique. Voilà. Et donc, chaque année, vous sortez un rapport. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce rapport ? Comme je disais, on sort pour chaque année un rapport pour les plateformes, mais là qui est vraiment à l'intention des plateformes, qui n'est pas publié. Enfin, après, il y a certaines plateformes qui le publient. Mais du coup, nous, chaque année, oui, on sort un rapport annuel qui fait un peu le bilan des actions qu'on a menées dans l'année, qui reprend des fois certaines thématiques. On a des fois parlé un peu plus des espèces exotiques envahissantes, des fois des pollinisateurs, de la trame noire, etc. Étudiez-vous aussi les trames vertes, bleues, noires dans le cadre de vos activités ? Et j'avoue que je ne sais pas ce que c'est que les trames vertes, bleues, noires. Alors, les trames écologiques, ce sont en fait un ensemble de continuités qui sont cartographiées à l'échelle d'un territoire, donc départemental, régional, sur lesquelles on constate qu'il y a une continuité, par exemple paysagère, sur lesquelles l'ensemble des espèces peuvent circuler, ou certaines espèces peuvent circuler. Donc, il s'agit notamment des boisements, des réservoirs de biodiversité, donc ça va plutôt être la trame verte, puis on a aussi la trame bleue, avec les cours d'eau, les mares, etc. Donc, la trame, elle est constituée de réservoirs de biodiversité et de ce qu'on appelle de corridors écologiques. Ce sont en fait des couloirs de circulation pour que ces espèces vont pouvoir en fait circuler d'un réservoir à l'autre. Voilà. Donc effectivement, on essaye de se pencher de plus en plus sur la question des trames écologiques. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas nécessairement avant parce que c'est assez... ça date pas d'hier non plus, les trames vertes et bleues, mais c'est pas homogénéisé non plus d'une région à l'autre. Donc effectivement, dans les études qu'on produit, on se penche sur la question dans nos travaux de recherche bibliographique, en quoi la plateforme peut s'inscrire ou non dans les couloirs de migration de certaines espèces, dans les voies de circulation des espèces animales ou végétales, effectivement. Mais alors, les grillages qui enserrent ces plateformes aéronautiques sont des barrières, en quelque sorte, pour ces trames. Alors, ça dépend pour quelles espèces. Ça peut effectivement constituer une barrière, un obstacle, c'est vrai, notamment pour les mammifères. Voilà, les gros mammifères. Les gros mammifères. À savoir que le renard, qui est un mammifère, est très rusé et il passe au-dessus des barrières. Oui, tout le temps. Oui, on a déjà vu. Si c'est pas par en dessous, il passe par au-dessus. Voilà. Mais effectivement, ça va être les gros mammifères. Donc, c'est notamment pour une raison de sûreté, mais aussi de sécurité. C'est vrai que tout ce qui est chevreuil, sanglier, c'est souvent indésiré. Et on
comprend, sur des terrains aéronautiques. En dehors de ça, en fait, les grillages sont en principe perméables à la faune. Voilà, les reptiles, les amphibiens peuvent passer normalement, en principe. Même les plus petits mammifères. Et puis après, tout ce qui est entomofaune, donc ça, là, je parle des insectes, la flore également, vont en fait circuler assez naturellement, voilà, indépendamment des grillages. Et du coup, pour compléter, juste pour la trame noire, c'est en fait, il y a certaines espèces qui vont être assez sensibles à la lumière artificielle, donc tout ce qui est éclairage public, etc., notamment les chauves-souris, mais aussi pas mal d'espèces d'insectes. En fait, on se rend compte, tout ce qui est papillons de nuit, etc., et aussi tout ce qui est plus oiseaux nocturnes, donc les chouettes, les hiboux. Et donc du coup, c'est d'identifier au sein des trames vertes et bleues dont a parlé Jordan, des continuités où il n'y a pas forcément d'éclairage la nuit, et qui permettent le déplacement de ces espèces-là. Et ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on essaye un peu, alors c'est un peu plus récent, mais on essaye de travailler avec les aéroports pour voir un peu comment ils éclairent la nuit. Alors on sait qu'il y a des éclairages qui sont nécessairement là sur certaines plateformes, mais il y a peut-être des choses dont on peut faire abstraction, et donc du coup on travaille aussi là-dedans, parce qu'il y a des fois des aéroports qui se trouvent dans des zones qui ne sont pas du tout éclairées, ou au contraire, qui se trouvent vraiment en périphérie, où tout est éclairé, et qui finalement constituent des zones qui sont des zones assez grandes où il y a peu d'éclairage, à part souvent vers peut-être plutôt côté aérogare, côté hangar, mais sinon côté prairie. Et ça peut vraiment être intéressant, parce que cette lumière-là va venir perturber ces espèces qui aiment pas trop ça et qui vont plus forcément, par exemple une rangée de lampadaires va être un frein pour certaines chauves-souris qui veulent passer de l'autre côté, mais aussi pour certains insectes ça les perturbe énormément, et du coup ça peut avoir un impact sur la pollinisation aussi de certaines fleurs qui se fait pendant la nuit avec des insectes nocturnes. Et puis il y a aussi un concept important, c'est que les trames entre guillemets se superposent, c'est-à-dire que les terrains aéronautiques sur lesquels on peut trouver effectivement d'importantes prairies, on l'a déjà dit, mais des hectares de prairies entiers, de nuit peuvent être fréquentés effectivement par un cortège de faune, notamment de chauves-souris, qui vont peut-être pas nécessairement être en dehors. Imaginons que on ait un terrain aéronautique qui se trouve au milieu de champs d'agriculture intensive sur lesquels il n'y a pas de richesse entomologique, ça va plutôt être sur ces terrains-là en fait, et peut-être uniquement sur ces terrains-là, en tout cas à une certaine échelle, qu'on va retrouver en fait des zones de chasse pour les chauves-souris, des zones de reproduction même peut-être, qu'on ne retrouverait pas en dehors. Voilà. Mais c'est en ça aussi que de jour comme de nuit, y compris pour la faune nocturne, on peut avoir une fréquentation de ces espèces. Au départ d'Aérobiodiversité, on retrouve des aéroports, vous les avez cités. Et aujourd'hui, du moins depuis, 2 ans, les fédérations aéronautiques sont entrées en scène, se sont intéressées. Les aéroclubs, les centres de vol à voile, les centres de parachutisme, et puis les centres d'ULM. Qu'est-ce qui motive ces structures, ces fédérations, à rejoindre votre association Aérobiodiversité et à vous demander de faire l'inventaire de leur plateforme? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà il y a vraiment cette curiosité de la part des usagers. J'ai cru comprendre que les usagers d'un aérodrome à l'autre parlaient aussi pas mal entre eux lors de grands colloques ou de réunions, notamment pour la Fédération française aéronautique. Donc lorsqu'on voit ce qui a été mis en place sur l'un des terrains, c'est toujours sympa de se dire ce serait sympa que nous aussi on aille voir ce qui se passe du côté d'une autre, parce que il peut y avoir aussi une richesse insoupçonnée. Après, une autre motivation, c'est aussi que certains terrains peuvent être à moyen ou long terme menacés, parce qu'il peut y avoir une cessation d'activité, parce que les collectivités veulent tout simplement fermer le terrain pour X ou Y raison. Pour convertir ces terrains-là et en faire autre chose. Donc effectivement, le réaménagement du territoire, c'est une thématique qui a toujours existé. Un territoire, il évolue. C'est bien de prendre en compte aussi les enjeux qui existent d'un point de vue biodiversité. Donc pour certains terrains, ça permet aussi de dire, vous souhaitez faire autre chose de ce terrain-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une richesse, et que c'est aujourd'hui, parce qu'il y a un usage qui est fait de ce terrain-là d'un point de vue aéronautique, qu'on peut en fait à la fois concilier la biodiversité et notre activité. Voilà. Ce serait donc un moyen de protéger et d'assurer l'avenir de certaines plateformes ? Dans un certain sens, peut-être. Après, moi, je ne suis pas, encore une fois,
pro ou contre l'aviation. Voilà, si on ferme un aérodrome pour en faire autre chose, mais qu'on maintient les prairies, l'intérêt en fait de ces milieux-là aujourd'hui, c'est que grâce à l'activité, effectivement, on arrive à maintenir ces milieux-là ouverts. Il faut juste pérenniser d'une manière ou d'une autre ces milieux-là. Parce que quand un aérodrome est fermé, en général, c'est pas pour maintenir la prairie. Souvent, on voit construire dessus des entrepôts, voire des lotissements. Ouais. Et là, donc, la biodiversité, on n'en parle plus. Mais effectivement, c'est un nouvel argument, c'est un nouvel atout pour les aérodromes. Oui, en un certain sens, oui. Et puis la pression, elle est de plus en plus forte parce qu'on se rend compte qu'en 20, 30 ans, on a de plus en plus construit. Ça grignote d'année en année. Et le petit aérodrome qui se retrouvait en fait à quelques centaines de mètres du centre-ville, en tout cas du tissu urbain, se retrouve progressivement enclavé. Et c'est là qu'effectivement, on a des conflits d'intérêts, qu'on veut en fait prendre possession de ces terrains pour en faire autre chose. Et alors, donc, quand vous débarquez sur un aérodrome, où il y a donc des activités de loisirs en quelque sorte, l'accueil est sûrement différent. Vous n'avez pas du tout les mêmes relations ou avec des gestionnaires d'aéroports où là, vous avez en face de vous des entreprises qui sont hyper structurées avec des gens qui ont des tâches bien particulières. Là, vous êtes en face de passionnés d'aviation. Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même ambiance quand on est sur un petit aérodrome ou sur un gros aéroport. C'est vrai que dans les aérodromes, alors on a des passionnés d'aviation, mais aussi on arrive à trouver des passionnés de biodiversité. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, sur un nouvel aérodrome qu'on n'avait pas encore l'an dernier. Il y avait quelqu'un qui s'y connaissait bien en ornithologie, un ancien prof de SVT qui était passionné de botanique et qui a fait les relevés avec moi. Enfin, voilà. Donc du coup, on arrive à trouver des gens aussi qui s'intéressent vraiment à la biodiversité, alors qui arrivent à concilier les deux. Du coup, on voit quand même des choses intéressantes. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Effectivement, c'est un tout petit aérodrome, mais ça peut aller des plus petits... Enfin, les terrains qu'on prospecte, parmi les 80 qu'on fait, et puis parmi les 100 qu'on a fait depuis le début de la démarche, ça va vraiment du plus petit aérodrome de quelques hectares. On peut partir notamment les altiports qu'on a déjà fait. Vous êtes allé aussi sur des altiports ? Tout à fait. Lesquels ? Megève et Perresourde. Ouais, d'ailleurs, on a fait chacun... Toi, tu as fait Megève et moi, j'ai fait Perresourde. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé sur ces plateformes ? Parce que là, c'est encore différent. Là. Ouais, déjà, c'est hyper impressionnant. Moi, j'en avais jamais trop vu d'altiport et c'est déjà hyper impressionnant comme c'est construit, avec la piste vraiment très en pente. Après, on trouve des choses qu'on voit pas ailleurs parce que déjà, on est en altitude. C'est assez différent. On retrouve effectivement une faune et une flore qu'on ne retrouve pas en plaine. Mais ça, c'est aussi valable pour des terrains qu'on retrouve en plaine. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de similitudes entre des terrains qui sont de moyenne ou de faible altitude. Mais encore une fois, chaque terrain est unique. Et ça, je le vois. Je dois être à pas loin de 20 terrains que j'ai étudiés. Et même au sein d'une même région biogéographique, chaque terrain est unique, vraiment. Alors, sur les altiports, les deux que vous citez, je connais bien celui de Megève notamment, il n'y a pas de barrière. Non. Alors non, il n'y a pas de barrière. Mais comme sur beaucoup d'aérodromes, en fait. Alors quand même, en plaine, les aérodromes sont quand même bien fermés. Peut-être pas à Feurs. Ouais, moi j'en ai quand même pas mal qui ne le sont pas, des aérodromes fermés. Vous avez vu quoi ? Des rapaces, des sur les altiports ? Ouais, des plus gros rapaces, non ? Oui, un peu les vautours, des choses comme ça qu'on voit pas. Et puis des fois une flore aussi un peu différente parce que du coup on est monté en altitude et pour le coup on n'est plus en plaine. Donc tout de suite ça change. Mais après c'est pas plus ou moins riche ou plus ou moins intéressant. Ça s'ancre dans un territoire aussi un peu différent. Sur les altiports, alors Megève, moi j'y suis pas allée, mais je sais que Perresourde... on est un peu au milieu de nulle part et il n'y a pas du tout cette pression d'urbanisation, d'agriculture qu'il peut y avoir ailleurs, plus en plaine. Donc ça change, le contexte change aussi, ce qui fait que nos plateformes aussi aéroportuaires, ce qui fait ce qu'on trouve certaines espèces ou non, c'est aussi le contexte, ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça qu'on étudie, tout à l'heure on parlait de trame verte, trame bleue, mais en fait on étudie un peu le contexte environnant, savoir...
si c'est plutôt très urbain autour, très agricole, parce qu'on sait que ça va avoir des incidences sur les espèces qu'on va trouver ou non sur ces plateformes-là. Ouais. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose, c'est que les enjeux de biodiversité qu'on va identifier, ça va être certes être conditionné par les espèces protégées, les espèces menacées, les espèces exotiques envahissantes qu'on va trouver sur ces terrains-là, mais ça va être aussi conditionné par le contexte environnant. Les enjeux que nous on a identifiés sont effectivement conditionnés par rapport à ce qu'on trouve ou ce qu'on ne trouve pas en dehors de la plateforme. Donc c'est vrai que même si on a une biodiversité relativement ordinaire, si autour on a effectivement un tissu urbain très important, l'aérodrome en tant que tel peut constituer en fait en quelque sorte une réserve de biodiversité, même si c'est une biodiversité ordinaire sans enjeu particulier. Oui, voilà. c'est ça. Oui. Et à contrario, on peut aussi avoir effectivement une biodiversité ordinaire, je pense à l'altiport de Megève, mais qui s'inscrit dans un espace naturel déjà très préservé. C'est-à-dire que là, les enjeux de biodiversité sont moins importants que si c'était un aérodrome qui se trouvait en Île-de-France, par exemple. Mais une biodiversité ordinaire dans un environnement urbain devient presque extraordinaire. Exactement, voilà, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Enfin, ça peut, et on sait que c'est hyper important d'avoir cet aérodrome qui va contenir certaines espèces, être un réservoir, voire un corridor pour aller un peu plus loin dans des zones plus naturelles pour les espèces. Et des fois, c'est par exemple, je pense aux oiseaux migrateurs, c'est parfois la seule halte migratoire qu'on a, voilà, ce petit bout de 30 hectares qui est enclavé au beau milieu d'un tissu urbain, c'est la seule halte migratoire pour tel ou tel oiseau. Et quels oiseaux migrateurs s'arrêtent sur un aérodrome ? Ça peut être de tout type. J'en connais, Emirates... EasyJet, Air France. Il y en a pas mal. Après, nous, ce qu'on voit assez souvent, des passereaux qu'on voit assez souvent en migration, c'est des petits passereaux pas très grands, c'est les traquets moteux qui sont souvent là en migration. Mais après c'est pas forcément des oiseaux... pas des cigognes. Qui s'arrêtent. Moi, j'en ai jamais vu sur les aéroports qui s'arrêtent, mais qui passent au-dessus. Oui, il y en a. Il y a des vanneaux UP aussi, souvent, qui fréquentent pas mal les plateformes en hiver. Voilà. Mais sinon, pour revenir sur ce que disait Jordan, et pour donner quelques chiffres ou ordres de grandeur, en Île-de-France, par exemple, on sait que les aéroports d'Orly et Charles de Gaulle, ça représente à peu près la moitié des prairies permanentes de l'Île-de-France. Donc en fait, quand on se place à cette échelle-là, c'est quand même assez énorme, sachant qu'il y a vraiment des espèces qui sont liées aux prairies permanentes. Donc 50% sur juste ces deux aéroports, à peu près, on peut voir l'importance en fait qu'ont ces espaces-là. Alors on va parler de cet aspect, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière sur une question d'Aérodub concernant donc les oiseaux. Puisqu'on cherche à éviter la présence d'oiseaux sur des aéroports, doit-on éviter les insectes qui pourraient les attirer et donc choisir une végétation qui n'attire pas les insectes ? Alors déjà, les oiseaux, ils se nourrissent pas forcément que d'insectes. Il y a les insectivores, mais il y a aussi des oiseaux qui sont plus granivores, donc qui vont manger plutôt des graines, et d'autres, les rapaces, qui vont plutôt manger des micro-mammifères. Donc en fait, c'est un peu compliqué de raisonner comme ça. Et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on voulait vraiment pas d'insectes, rien, pas de nature, en fait, il faudrait que tout soit artificialisé, en tout cas. Et encore, je suis pas sûre que ce serait une solution, parce qu'il y a aussi des oiseaux, par exemple, les corvidés, ils fréquentent pas mal, donc tout ce qui est corneille, pie, corbeaux, fréquentent pas mal les aéroports, pas forcément... Alors, ils peuvent se trouver dans les prairies, mais ils utilisent aussi, en fait, les pistes pour, par exemple, ouvrir tout ce qui est noisettes, ils les laissent tomber de très haut pour qu'elles s'ouvrent, qu'elles se cassent dessus. Donc, en fait, même en bétonisant tout, ce ne serait pas forcément une solution. Et après, de toute façon, s'il s'agissait de mettre une végétation moins attractive pour la biodiversité, pour la vie faune, je veux dire, pardon, je ne sais même pas si c'est pertinent dans le sens où ce genre d'aspect relatif à la fréquentation des oiseaux sur certains secteurs, ça va plutôt être adapté par rapport à la période et la fréquence de fauche à certains endroits ou à la hauteur, ce genre de choses. Donc effectivement, si on se rend compte qu'il y a une population d'oiseaux qui vient se nourrir de graines, alors... En général, les granivores, ça va plutôt être les colombidés, ou même des petits passereaux qui ne posent pas forcément de problème aussi. En fait, quand on regarde, il n'y a pas tant d'oiseaux qui posent vraiment des problèmes de collision avec les... Il y a surtout les rapaces, il y a beaucoup de collisions avec les faucons cresserelles.
parce qu'ils font du stationnaire, ils regardent pas, enfin, ils se focalisent pas mal sur leur proie. Avec des oiseaux aussi qui sont pas forcément très gros mais qui vont vivre en grands groupes. Il y a les étourneaux sansonnets notamment qui font vraiment des grandes colonies et là ça peut poser problème alors que c'est des petits oiseaux. Tout ce qui est colombidés comme tu disais, les pigeons qui vont avoir tendance à faire des groupes et donc du coup en fait les petits passereaux granivores, tout à l'heure on parlait des chardonnerets, alors c'est très dommage pour eux s'ils se font taper par un avion mais voilà en termes de sécurité c'est pas quelque chose de... Donc finalement au sein de toute la diversité et de toute la diversité aviphonistique qu'il peut y avoir sur un aéroport et qui peut être 45, 50, 60 espèces à fréquenter la plateforme, alors pas forcément tous au même moment et tous de la même manière, mais qui peut être assez riche. Il y en a finalement très peu qui sont dangereux. Donc en résumé, il vaut mieux apprendre à vivre avec. C'est ça. Tu me parlais tout à l'heure des orchidées. Ah oui, sur un aérodrome, j'ai pu inventorier, alors c'est un aérodrome d'une 30aine d'hectares, 5 espèces différentes d'orchidées sauvages, indigènes de notre territoire, parce qu'effectivement, quand on pense orchidées, on pense beaucoup aux orchidées qu'on trouve dans les jardineries. Dans les faits, on a aussi des espèces indigènes de notre territoire qui poussent spontanément en France métropolitaine. Et donc, effectivement, on en retrouve très fréquemment. C'est très rare, en fait, qu'on trouve finalement pas d'orchidées sur un terrain aéronautique. Alors, il faut savoir que parmi la diversité d'orchidées sauvages qu'on trouve en France, certaines ne sont pas affiliées, en tout cas inféodées aux milieux prairiaux. Mais dans ces milieux prairiaux, on retrouve effectivement pas mal d'espèces, notamment l'orchis bouffon, qui est une orchidée rose. Alors le nom est drôle, c'est vrai, mais elle s'appelle l'orchis bouffon. Et puis c'est une orchidée rose qu'on retrouve un peu partout, un peu comme l'alouette des champs. C'est un peu le pendant de la vie-faune, voilà, en termes de botanique. On peut retrouver en fait des fois des tapis entiers sur des hectares et des hectares entiers d'orchis bouffon. Après, ça peut être d'autres espèces d'orchidées. Et puis il faut savoir aussi que, je prends l'exemple de l'orchis bouffon. Alors c'est une espèce qui n'a pas d'enjeu de conservation dans la plupart des régions de métropole, ni à l'échelle nationale. Elle a un statut de conservation qui n'est pas préoccupant, mais qui à l'échelle européenne, par contre, est quasi menacée. Et c'est le cas notamment, alors ça dépend des échelles, mais de beaucoup d'espèces d'orchidées. Souvent, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des orchidées, parce qu'elles attirent beaucoup l'œil, mais en plus de ça, il y a souvent des enjeux de conservation qui sont associés, parce qu'elles sont en déclin, notamment parce que les prairies permanentes, je le répète encore une fois, sont en déclin à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Et alors, précisément, est-ce qu'il y a des équivalents de votre association Aérobiodiversité ailleurs en Europe, voire ailleurs dans le monde ? Pas notre connaissance à proprement parler. Enfin, dans la manière dont elle s'est structurée, non, pas notre connaissance. Après, il y a d'autres types de structures qui peuvent intervenir sur les aéroports, les aérodromes, des bureaux d'études qui peuvent faire des inventaires aussi. Alors souvent, il y a plus... il y a vraiment une commande pour un projet qui va se faire, etc., de construction, etc. Mais non, pas à notre connaissance, je crois pas. La démarche d'étudier la biodiversité aéroportuaire, de la manière dont Aérobiodiversité la fédère, est unique à notre connaissance. Il faut savoir aussi que l'un des fondateurs de l'association, peut-être le fondateur de l'association, c'est Lionel Guérin, qui était... patron d'une compagnie aérienne, pilote de ligne aussi avant encore, mais surtout qui est un passionné des oiseaux et en particulier des perroquets. Tu le disais tout à l'heure, c'est vrai de temps en temps sur les aérodromes, on rencontre des pilotes qui sont passionnés de flore, de faune. Là c'est un autre exemple de quelqu'un qui voue vraiment une passion entière à la biodiversité et en particulier aux oiseaux. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est parti de ce constat-là, d'aller voir ce qu'il pouvait y avoir, cette curiosité d'aller voir ce qui se passe dans ces terrains-là, dans ces terrains qui sont assez grands, qui sont de grandes étendues, d'aller voir quelle biodiversité il pourrait y avoir. Et je pense que c'est ce qui a permis de fonder l'association. Question peut-être déjà évoquée, non. Mais quid du bruit des avions? Des espèces pour lesquelles le milieu est pourtant totalement adapté sont-elles absentes à cause du bruit? Ça, c'est une question qu'on nous pose vraiment tout le temps, mais pas forcément. Voilà, même quand nous, on parle de notre travail, qu'on est sur les aéroports, à des gens, à des amis. Mais du coup, le bruit, qu'est-ce que vous faites? Mais du coup, le bruit, il ne doit plus y avoir d'espèces. En fait, on se rend compte que sur un aéroport, il y a... Certes, un avion, ça fait du bruit, mais nous, on est quand même sur le chemin de ronde. Et c'est assez grand, un aéroport, pour être assez éloigné des bruits.
Alors après, nous, on ne fait pas forcément d'études pour savoir quel impact pourraient avoir les nuisances sonores pour les espèces. Il y en a peut-être, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, on n'a pas l'impression que ça les dérange. Ou en tout cas, il y a aussi des adaptations de certaines espèces. Alors, j'ai aucun exemple sur les aéroports, mais je sais qu'il y a eu déjà des études qui ont montré que des espèces, notamment les mésanges, des mésanges en ville, elles changeaient un peu la fréquence de leur chant, de leurs cris, par rapport à des mésanges qui vivent plutôt en milieu rural, par rapport au bruit qu'il pouvait y avoir. Donc du coup, en fait, il y a des adaptations aussi de la nature sur ces aspects-là. Et puis, cette question, elle pointe du doigt quelque chose de très intéressant, c'est qu'en tant qu'humain, on a tendance aussi à retransposer ce qui nous préoccupe, notamment le bruit, peut-être à la faune de manière générale. Donc c'est vrai que les oiseaux ne sont peut-être pas nécessairement sensibles aux mêmes perturbations que nous. Et d'un autre côté, alors je ne dis pas que le bruit n'est pas une pollution, hein, peut-être que c'est une véritable pollution sonore. Maintenant, si effectivement ces oiseaux sont habitués à évoluer dans ce milieu et qu'ils s'y maintiennent, c'est qu'ils arrivent à s'adapter malgré tout. Et il ne faut pas perdre encore une fois quelque chose de vue, c'est que si c'est le seul endroit où ils peuvent se reproduire, se reposer et se nourrir, le bruit, ça doit être un détail pour eux, j'imagine. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve des oiseaux sur ces prairies-là. Après, si le bruit les dérangeait vraiment et qu'ils avaient peut-être un milieu similaire où aller, peut-être qu'ils ne fréquenteraient pas les aérodromes. Est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver en face de riverains, notamment pour des conférences, pour des réunions organisées par les aéroports? Parce que le bruit, c'est quand même la principale préoccupation des riverains depuis toujours. Ouais, alors on n'est jamais été confronté à des riverains pour des conférences ou des choses comme ça qui se plaindraient du bruit. Après, nous, on essaye... notamment une fois qu'on a fait une première année d'inventaire, lors de notre dernier passage, on essaye de faire une réunion de restitution avec les premiers résultats qu'on a. Alors on n'a en général pas tout traité, mais pour faire voir un peu les espèces qu'on a pu voir. Et souvent on essaye de dire, alors notamment pour les aérodromes, d'inviter le plus de monde possible. Donc, je suis pas sûre que, dans mon cas, en tout cas, j'ai jamais eu affaire à des riverains, mais en tout cas, ça peut être aussi des élus pour leur montrer aussi ce qui se passe côté piste. Parce que, par exemple, vous avez travaillé pour les aéroports de Paris avec leur maison des riverains. Ils organisent des réunions en permanence, des expositions. Vous n'avez jamais été invité à animer une conférence sur la biodiversité des aéroports parisiens? Non, pas dans ce cadre-là. Après, il va falloir qu'on leur soumette l'idée quand même. Ouais, après, on a plus, pour l'instant en tout cas, plus animé des choses côté aéroport pour faire un peu des journées d'échange, des journées un peu techniques, pour qu'il y ait à la fois des prises de parole de diverses expériences aéroportuaires, pour qu'ils puissent échanger aussi entre eux sur des pratiques de gestion, sur des protocoles qu'ils ont mis en place, sur des problématiques communes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, qui avait été fait au tout début de l'association, mais qui était un peu plus simple parce qu'il y avait quand même un peu moins de partenaires, et qu'on essaye aussi un peu de refaire depuis 2 ans avec le soutien de la DGAC, de l'UAF. L'UAF, c'est l'Union des aéroports français. Oui, tout à fait. Quels sont vos meilleurs souvenirs sur les aéroports et les aérodromes? Moi, j'ai envie de dire, alors ça, c'est mon côté grand frère. C'est d'avoir été avec des scolaires sur le terrain et de voir la joie des enfants juste à s'émerveiller. Alors, je dis la joie des enfants, mais des fois aussi, c'est même des gens plus âgés, et on retrouve la joie dans les yeux des uns et des autres à observer, à contempler la biodiversité qui occupe ces terrains-là. Donc voilà, ce sont ces moments-là où on arrive à partager des bons moments, à découvrir ensemble ce qui nous entoure, particulièrement avec les enfants parce que je m'entends bien avec eux, mais sinon, avec les adultes aussi, voilà, on partage de bons moments. Ouais, moi aussi, je dirais que c'est aussi le partage et de voir que parfois, sur certaines plateformes, il y a vraiment une réappropriation de ces sujets-là, notamment sur des aérodromes où on va que 2 ans. Et où à la fin des 2 ans, moi j'ai déjà eu l'exemple de plateformes qui disaient on aimerait vraiment continuer, mettre en place un petit parcours pédagogique qui